Fernand Lopez, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, en forçant un peu le trait, on pourrait dire de vous que vous êtes au MMA en France ce que Don King est à la boxe. Tout sauf un hasard si on vous surnomme d'ailleurs le King. Alors, passionné de sport, de combat, vous avez pourtant connu plusieurs vies sportives. Vous allez finalement faire carrière dans l'octogone pour finir par fonder la MMA Factory, club le plus réputé en France, où vous façonnez les champions de France de MMA en attendant la législation de la discipline. Fernand, bienvenue dans Facecam. Merci, ça c'est en forçant bien le trait, on a bien forcé là. Pour Don King, hein. Alors pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, vous êtes originaire du Cameroun. Absolument. Elle était comment l'enfance de Fernand Lopez? Mon enfance au Cameroun était plutôt quelque chose de plaisant. Ouais. J'ai eu une bonne famille, des parents très aimants. Je me suis senti beaucoup aimé quand j'étais jeune. On avait une grande famille, 8 dans la famille. J'avais des parents enseignants, professeurs d'université, juste pour ma maman. Et puis voilà, j'ai grandi dans ce cocon familial où tout se passait plutôt bien et avec une ambiance paisible autour, avec certes à l'extérieur quand je me suis mis à sortir, quand je devenais ado, la rencontre des contrariétés, des difficultés, éventuellement de la violence dans le système scolaire ou pas. Mais en tout cas, le cadre de vie dans lequel moi je suis né était plutôt correct et voilà. Alors, le sport, ça a toujours fait partie de votre vie. Plus jeune, vous avez d'abord été initié à une lutte qui s'appelle le messing, c'est bien ça? C'est ça. Alors, c'est quoi exactement le messing? Le messing, il y a eu un vrai travail de recherche. Le messing, c'est l'une des formes de lutte au Cameroun qui est concernée par la région du centre. Messing, ça veut dire la lutte au dialecte de mon papa. D'accord. Faut savoir qu'au Cameroun, il y a un peu plus de 250 dialectes, 250 tribus. Et donc, du coup, voilà, il y a cette lutte-là qui est une forme de lutte traditionnelle qui se fait très souvent quand il y a les cérémonies en campagne. Ouais. Et donc, voilà, j'ai été initié à ça aussi. J'ai beaucoup de parents, même, quasiment tous les parents sont passés par là, sur cette forme de lutte-là. Donc, d'abord, il y aura eu le messing, et ensuite, il y aura le taekwondo. Non, ensuite, il y aura la lutte olympique. La lutte olympique, il y a ce messing qui est une forme de lutte où, dès qu'il y a une partie du corps qui touche le sol, un peu comme la lutte sénégalaise, ouais, le combattant est déclaré perdant, oui, s'il y a une partie du corps qui touche au sol. Ensuite, j'apprends la lutte olympique, donc la lutte libre, la lutte gréco-romaine, à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Yaoundé, à la capitale du Cameroun. Et puis ensuite, j'ai fait une rencontre avec un de mes mentors, William Dongo, qui est un professeur de taekwondo, ouais, quelqu'un de très populaire à l'époque dans le lycée qui était le plus populaire au Cameroun, le lycée Général Leclerc, et qui m'initie au taekwondo. Donc, qui m'amène vers le taekwondo, qui m'initie au taekwondo, qui me fait avancer, qui me fait voir des vidéos des pumsé, sur ce qui sont un peu des katas avancés, et qui me prend sous son aile. Donc, aujourd'hui, il est aux États-Unis, il vit d'ici à Washington. Il a été le premier fondateur de la Fédération camerounaise de taekwondo. Et à la suite de ça, je vais faire un autre parcours sur le rugby. C'est ça en plus, parce que là, à la base, vous êtes plutôt sport de combat, et là, vous bifurquez sur le rugby. Pourquoi ce changement comme ça? Déjà parce que je considère que le rugby est un sport de combat collectif. Ouais. Il y a de l'opposition physique, il y a du combat, et aussi par le hasard des choses, l'une des personnes avec laquelle je travaillais sur le judo, à l'époque, qu'on voyait sur le judo, était aussi
un expatrié qui avait ramené, qui développait le rugby au Cameroun. Et donc, à l'époque, à son contact, il nous invite à aller jouer au rugby. Et puis, je fais partie de cette première génération qui a connu la première équipe nationale de rugby au Cameroun. Donc effectivement, c'est ça, parce que vous devenez donc international camerounais en termes de rugby. Ça se passe donc pas trop mal pour vous. Et du coup, pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué dans le rugby ? Il se trouve que j'étais partagé par le fait des études. Ici, quand je suis arrivé en France, j'étais partagé par les études et puis le fait de continuer le sport de haut niveau dessus, mais aussi parce que très rapidement, j'ai contracté une blessure au rugby. J'ai failli finir sur une chaise roulante parce que j'étais atteint d'une hernie discale au niveau des cervicales, C5, C6. Et j'étais sur le point d'être tétraplégique et donc j'ai eu ma vie sauvée par une rhumatologue très connue qui m'a orienté vers le service du professeur Saillant. Ensuite, j'ai eu une opération sur cette hernie-là et j'ai arrêté le rugby puisque le rugby est un sport, une grande école de vie avec beaucoup d'apprentissage. Cependant, le rugby a ce qu'on appelle la violence sourde. Sur le MMA, par exemple, vous allez rencontrer de la violence qui est spectaculaire, qui est plus visible. Qui est visible parce qu'il y a des ouvertures et que, par exemple, quand on a une ouverture sur le crâne étant beaucoup vascularisé, on aura beaucoup de saignements, alors que le rugby va vous apporter une douleur qui n'est pas visible, qui est sourde, mais qui peut être très profonde parce que une hernie, c'est simplement un disque qui se déplace et qui va compresser la moelle épinière et qui va peut-être sectionner la moelle épinière. Donc du coup, voilà comment je fais quasiment 3 années sans faire de sport, mais j'essaie d'apprendre à faire un sport qui soit un peu plus stable. Et je tombe sur un sport qu'on appelle le grappling, c'est une forme de lutte, mais une lutte où je peux signaler à mon adversaire d'arrêter par une tape. Et donc ça m'attire, de savoir que je peux contrôler la manière dont on va lutter. Et de fil en aiguille, je repasse de la lutte, je repasse à la boxe thaïlandaise, et puis je refais des compétitions de MMA, d'abord une vingtaine de compétitions amateurs, et puis une vingtaine de compétitions professionnelles de MMA. Avant de revenir sur le MMA, on va passer à l'instant photo. Justement, à l'époque de votre carrière rugby, pour vous, il y a un moment qui est marquant dans l'histoire du sport. C'est la fameuse Coupe du Monde de rugby en 1995 en Afrique du Sud. Ouais. Il y a la fameuse finale Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, remportée par l'Afrique du Sud. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi marquant pour vous ? C'est parce que ça se passe en Afrique ? Parce qu'il y a la première victoire africaine ou parce qu'il y a aussi l'effet Nelson Mandela ? Nelson Mandela. C'est ce qui m'a le plus touché. C'est que on parle là des Springboks. Les Springboks, voilà, ça reste l'Afrique. Même si à l'époque, James Small était le seul black de cette équipe sud-africaine, mais c'était l'identité de l'Afrique. Et on avait l'Afrique qui devenait champion du monde le 24 juin 1995, et le monsieur qui remettait la Coupe du Monde n'était nul autre que Nelson Mandela, quelqu'un qui venait de faire quasiment un tiers de siècle de prison. Il venait de faire 27 ans de prison, il sort de prison, il est au stade et il fait cette réunification parce que ce n'est pas juste une remise de Coupe du Monde, c'est que pour la première fois, les Blancs et les Noirs pouvaient jouer ensemble. Pour la première fois, il y avait des Blacks qui disaient c'est la première fois que j'embrasse un Noir. Il y avait des Noirs qui disaient c'est la première fois que j'embrasse un Black dans le stade. Et donc, je pense que ce monsieur-là, Nelson Mandela, est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'humanité, pour le sport, et il m'a marqué à vie. J'avais 17 ans, je voyais ça, j'ai suivi toute la Coupe du Monde et j'étais super impressionné par ce que je voyais. Et du coup, pour vous, c'est important justement que quand on est une figure comme ça, comme Nelson Mandela, et peut-être vous dans votre domaine sportif, aussi de pouvoir porter un message. Absolument. Je pense qu'on est investi d'un pouvoir, on est investi d'un devoir. À partir du moment où on devient une personne publique et qu'on est un influenceur, il est très important de pouvoir inspirer des gens. Moi, je suis très loin d'être parfait. J'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de choses qui sont imparfaites,
mais ça ne change pas que je peux être un mentor pour certains jeunes. Je pense que j'ai déjà allumé des bougies dans des têtes et donné de l'espoir. Et tant qu'on peut allumer des bougies dans des cerveaux de certains jeunes, c'est aussi un message. Et pour moi, Nelson Mandela a apporté un message très fort à la jeunesse, et surtout, c'était la première fois qu'on voyait un homme politique aussi fort dire à ses concitoyens, qu'ils soient de la race noire ou de la race blanche, si vous voulez qu'on avance, il faut qu'il y ait ces rencontres où on discute, où on avoue tout ce qu'on a fait de mal pour qu'il y ait de la paix. La paix se règle en apportant la paix, en posant les armes, pas en pointant l'autre du doigt, mais en se pointant du doigt en disant voilà ce que moi j'ai fait. Et c'était juste émouvant. Moi, j'étais jeune, mais j'étais très intéressé par la politique et j'essayais de comprendre la géopolitique mondiale. Et voilà, je pense que c'est important que des hommes, des mentors puissent apporter des messages comme cela. On va revenir sur votre parcours, Fernand. Donc, vous l'avez juste dit rapidement tout à l'heure, vous avez quasiment durant 3 ans avec l'opération, la rééducation, tout ce que s'en est suivi derrière. Après, vous avez repris donc par le grappling, ensuite la boxe taille, etc. Comment est-ce que vous en arrivez au MMA? Du coup, j'arrive au MMA par le biais d'un accident, juste une blessure. Je fais une visite chez une rhumatologue à l'INSEP. Madame Antiessé, merci. Et elle découvre ce truc, je lui dis que j'ai des fourmis dans les bras et elle fait des tests et elle me dit c'est urgent que tu prennes un rendez-vous avec le professeur, au service du professeur Gérard Saillant à la Salpêtrière. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, je sais que c'est des gros soins de traumatisme. Ouais. J'appelle et on me dit le rendez-vous il est dans 1 an et demi. Surbooké le monsieur, hein. C'est lui qui a fait l'opération des Zidane, de Ronaldo. Et donc je revois la rhumatologue de l'INSEP qui me dit je vais m'en occuper. Elle réussit à m'obtenir un rendez-vous assez rapidement, en 6 mois. Donc du coup, je me fais opérer parce qu'il faut me faire opérer. On me demande d'arrêter complètement le sport. Je dis que je ne peux pas arrêter le sport parce que sinon je meurs à petit feu et je me fais opérer et ça se passe plutôt correctement. Mon opération est terminée, il faut que je reprenne du sport. Donc je me dis, je vais trouver un sport avec plus de stabilité. Pour vous faire comprendre ce que j'appelle stable, si vous prenez le rugby, vous avez la balle qui est déjà ovale. Quand il y a un rebond, vous ne savez pas quelle direction prend la balle. Donc le sport, il est stable. Ensuite, quand vous la recevez la balle, l'adversaire a ce qu'on appelle le droit à la charge. Il peut vous plaquer. Et donc, du coup, vous avez une contrainte temporelle, une contrainte décisionnelle. Il faut prendre la décision tout de suite de ce que je fais de la balle. Est-ce que je la garde et je vais faire une percussion? Est-ce que je la passe à mon voisin ou est-ce que je la botte en touche? Ça, c'est un sport instable. Dans le continuum des sports non stables, on a des sports comme le canoë-kayak. En eau vive, on ne contrôle pas les éléments de la nature. Ça, c'est un sport instable. De l'autre côté, on a un sport comme la haltérophilie. Vous avez une barre, elle fait 100 kilos. Vous êtes dans une salle, il n'y a pas de vent favorable, il n'y a pas de risque que la charge bouge, vous devez la lever la charge. Ça, c'est un sport stable. Et au milieu de ça, il y a quelque part ce sport-là dont on me parle qui s'appelle le grappling. Parce que quand on me fait une soumission en grappling, j'ai le droit de taper et donc de signaler que je veux que ça s'arrête. Et donc, je me dis, je peux plus contrôler mes cervicales qui sont en mode rééducation. Voilà comment j'arrive sur le grappling. De fil en aiguille, mon premier professeur de grappling, mon premier professeur de grappling et de MMA d'ailleurs, qui sera le seul, Mathieu Nicourt, m'initie au MMA. Et ensuite, je reprends la boxe que j'avais déjà faite auparavant, je reprends, voilà, et de fil en aiguille, je remets tout en place et finalement, je repars faire des combats amateurs de MMA dans un premier temps et ensuite des combats professionnels. Alors du coup, quand on est combattant de MMA, comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on est dans l'octogone, qu'il y a l'adversaire en face? Alors, il y a ce truc-là où tous les athlètes ils disent qu'on se sent très bien. On se sent protégé dans un octogone. Mais ça, c'est relatif. On se sent protégé pour la sécurité parce que s'il y a un ring à côté, on pourrait, comme c'est un sport de projection et de préhension, on pourrait se faire projeter à travers les cordes. Donc, du coup, on se sent en sécurité dans cet octogone qui nous protège des projections externes. Cependant, si vous tombez contre
quelqu'un de beaucoup plus fort que vous, vous n'êtes pas si rassuré que ça, même si c'est un octogone. Donc c'est pour ça que je dis c'est relatif. Moi, par exemple, quand je ramène des élèves à l'UFC, j'observe beaucoup leur première entrée à l'UFC. C'est déterminant de leur carrière. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation directe entre l'entrée d'un élève à l'UFC et la suite de sa carrière à l'UFC. J'ai eu des élèves qui ont signé à l'UFC successivement, Taylor Lapulus, Michael Lebou, Francis Ngannou, et à chaque fois, au moment d'entrée, certains embrassaient correctement leur entrée à l'UFC, comme Taylor Lapulus, comme Francis Ngannou, et on le ressentait tout de suite sur les performances. Et il le disait tout de suite. Et puis, certains comme Michael Lebou ne se sont pas sentis tout de suite bien dans la cage. Donc, voilà, c'est relatif. C'est dépendant de qui on est en face, de comment on prend l'événement, et c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Mais en tout cas, l'octogone en soi, c'est sécurisant puisque c'est l'espace de combat de la même manière qu'un tatami est un espace de combat de judo, de la même manière qu'une plateforme est un espace de combat de sanda, de la même manière que le ring sera un espace de combat de boxe. Alors, le MMA, c'est un sport qui ne laisse pas indifférent. C'est un sport qui actuellement aussi, on va dire, est sur la pente ascendante. Mais malgré tout, il y en a encore qui ont une mauvaise image. D'après vous, à quoi est-ce que ça peut être dû? C'est juste l'aspect spectaculaire ou il y a autre chose derrière? Il y a la crainte. Depuis la nuit des temps, on le sait que quand l'être humain ne connaît pas quelque chose, naturellement, il a peur de la chose. Quand on me parle de tauromachie, je trouve ça inhumain. J'ai peur de la tauromachie. Je n'ai pas été éduqué dans ça et donc je ne comprends pas qu'il y a des jeunes garçons qui choisissent comme sport tauromachie. Ils entrent dans l'arène et ils apprennent à planter des épées dans le dos d'un taureau qui n'a rien demandé. Moi, dans ma philosophie, je ne l'accepte pas. Mais il faut accepter qu'on est différent, qu'on a été éduqué différemment et que la violence, elle peut toucher les gens différemment. Oui. Moi, je peux être assis sur mon canapé. Quand je vois Zinedine Zidane mettre un coup de tête à Materazzi, je suis choqué parce que c'est la violence pour moi, parce que ça sort des règles, du cadre. Quelqu'un d'autre va être super choqué par le fait de voir deux boxeurs qui se tapent dessus sans raison. Et donc, voilà, le problème c'est juste ça, c'est que quand il y a des choses qui arrivent, qui sont nouvelles, on a peur, on se rétracte et on ferme les portes parce qu'on dit on ne sait pas, donc forcément c'est mauvais. Mais après, il y a un travail d'éducation à faire. Je pense que il y a des sports que je ne suis pas pour la Formule 1 parce que ça va trop vite, parce que ça me fait peur la mécanique. Mais si je suis éduqué à la Formule 1, je pense que je deviendrai un fan de la Formule 1. Donc tout serait question d'éducation et de cadre. C'est ça. Alors, on va revenir aussi un petit peu sur votre carrière. Quel est pour vous le meilleur moment de votre carrière? Si on parle parmi tous vos combats, celui dont vous gardez le meilleur souvenir? Le meilleur moment de ma carrière, c'est plus la fin. La fin, alors, c'est compliqué. Hein. C'est la fin de ma carrière, on va dire. Ouais. Il y a deux combats qui me marquent. Il y a un combat où je suis très content de moi parce qu'un combattant se cherche pendant longtemps. Il y a des athlètes très bons qui ne sauront pas le style de combat. Est-ce qu'ils doivent être agressifs? Est-ce qu'ils doivent être sur la retenue? Est-ce qu'ils doivent être stratégiques? Est-ce qu'ils doivent être rentre dedans? Et moi, j'ai été perdu pendant quelques temps. Je ne savais pas quelle est la manière de faire. Je allais me prendre une soumission et puis je repartais à la salle et je ne faisais que des soumissions. Je laissais tomber la boxe. Ensuite, j'allais me prendre un KO et puis je me disais, non, c'est pas possible. Je repartais travailler et finalement, on trouve la stabilité où on trouve son game. Et ça, je l'ai trouvé sur un combat avec un athlète qui m'a battu, qui m'a mis KO, mais on est devenu par la suite amis et je suis même devenu son professeur. Il s'est inscrit dans ma salle de sport, Patrick Vallée. Sur ce combat-là, je commence à comprendre mon style de jeu et je m'amuse en fait à boxer avec lui parce que j'avais été à l'école d'Hannibal. Hannibal, c'est l'un des meilleurs experts au Cameroun en boxe, notamment la boxe française. Et Sissima Hannibal, il s'appelle. Il m'a beaucoup changé mon mode de vie sur la manière de boxer, ma philosophie. Il m'a beaucoup aidé dans l'enseignement que j'apporte. Et ce monsieur-là me fait comprendre mon style de boxe. Et quand je boxe avec Patrick Vallée sur ce combat, je suis super à l'aise. Je suis content, je m'amuse.
je suis complètement détendu et je vois que tout file normalement alors que je fais aucun effort. C'est super facile parce que j'ai compris la logique de la stratégie de ce que je dois faire comme boxing. Et il arrive ce moment où, malgré le désespoir, malgré le fait que je sois ultra dominant sur le combat, Patrick Vallée va mettre un coup de pied que je n'attendais pas du tout. Les coups de pied circulaires, je les attendais. Les coups de pied rectilignes, je les attendais. Le coup de pied oblique, à l'époque, je ne le voyais pas encore. C'est un coup de pied qui a été mis par pas mal de stars, sur d'autres stars. Je vais prendre l'exemple de Anderson Silva qui l'a mis à Victor Belfort. Ou même Lyoto Machida qui l'a mis à Randy Couture à l'UFC. Et ce coup de pied-là m'arrive à moi, un peu avant tous ces autres coups de pied-là et tout, qui est un coup de pied ascendant. Et je prends un KO à la fin du combat, quasiment à la fin alors que je le menais. Et ce moment-là reste un très bon souvenir pour moi alors que j'ai perdu le combat. C'est-à-dire que j'ai cette relativité où je découvre quelque chose de bien, de découvrir comment la vie peut être facile avec une belle stratégie de combat. Et puis il y a finalement mon dernier combat, qui était mon combat à Abu Dhabi contre Matteo Piran, qui est aussi devenu un très bon ami. C'est l'un des meilleurs responsables de club aujourd'hui en Italie. C'était compliqué comme adversaire. C'était un champion d'Europe de kickboxing, ceinture noire jiu-jitsu brésilien que j'affrontais. C'était mon dernier combat. Je m'étais dit, bon voilà, si je gagne ce combat, j'arrête et voilà, je vais passer à autre chose parce que j'avais déjà ouvert la salle j'avais déjà un projet, l'ouverture du MMA Factory qui était anciennement appelé Crossfight. Et le combat se passe parfaitement bien, une belle stratégie, mais surtout j'étais en osmose à la fin du combat. On me voit chanter avec le public d'Abu Dhabi parce qu'il y a une très grande communauté brésilienne là-bas et j'avais une chanson d'entrée qui était brésilienne et donc on a chanté cette chanson-là à la fin de mon combat. Une belle façon de soigner sa sortie en quelque sorte. C'est ça. Alors donc voilà, le combat à Abu Dhabi c'était en 2010. Depuis donc vous avez raccroché. Vous avez donc fondé la MMA Factory. Vous avez aussi permis au premier gala de MMA d'avoir lieu en France. Ça se comprend que vous travaillez pour l'expansion du MMA. Est-ce que aussi vous avez des projets pour l'Afrique, vous le Camerounais d'origine que vous êtes? Absolument. Ça fait très longtemps, ça me gêne ça, de savoir que je suis d'origine camerounaise, je suis un Africain. Je suis formateur de formation sur les fédérations en France, fédération de lutte, fédération de sport de contact, et j'ai toujours voulu transmettre ce truc-là, apporter quelque chose apporter ce qui est pour moi la meilleure économie, l'économie de la connaissance. Et je voulais apporter cette économie-là en Afrique et je viens de trouver un duo qui est très bien, qui est par le biais d'un événement, d'une série d'événements dont le premier s'appelle Ares Fighting Championship One, donc c'est le premier événement d'Ares qui aura lieu à Dakar au Sénégal le 14 décembre prochain. D'accord. En amont de cette organisation, il y a pas mal de choses qui vont être faites, notamment pour les jeunes sur place. L'offre du matériel d'entraînement, mais surtout la possibilité que je donne d'apporter de la connaissance sur ce qui est de l'enseignement, de la pédagogie, de la préparation physique, de la diététique sportive, sur les cadres qui sont déjà en place pour pouvoir mettre en place la fondation, la clé de voûte de l'évolution d'un système d'entraînement. L'idée, c'est de donner de la matière à ces personnes-là pour que derrière, elles aussi, elles puissent transmettre à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc voilà les projets, tout de suite, les projets les plus proches, c'est ça. C'est un événement qui est fait en Afrique, mais qui est d'un niveau international et un événement majeur. On parle là d'une organisation qui aura une grosse place sur l'échiquier du MMA mondial. Très bientôt, le calendrier sera dévoilé complètement avec une conférence de presse qui aura lieu à Dakar. Surveiller les réseaux sociaux, Ares FC, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Et donc, il y aura une grosse annonce d'un calendrier qui va aller dans pas mal de pays africains avec des développement d'autres salles de sport un peu en Afrique, avec la possibilité de former des coachs pour que ces coachs-là puissent former des champions, parce qu'il y a la matière première, il y a l'ADN, il manque juste le savoir et la connaissance. Alors, avant de se quitter, Fernand, une dernière question.
quand on voyait tout le parcours que vous avez eu, toutes les carrières sportives que vous avez vues, et qu'à un moment donné, on vous ait dit, vous allez peut-être vous retrouver en fauteuil roulant. Quand on voyait maintenant là où vous en êtes aujourd'hui sur ce siège face à moi, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que je suis un chanceux. Je pense que je suis un chanceux. J'ai eu... je relativise beaucoup. Effectivement, je suis un ambitieux et j'essaie toujours de voir plus loin. Je ne m'arrête pas. Je dors très peu. Je travaille beaucoup parce que je suis ambitieux. Cependant, je sais m'asseoir de temps en temps, regarder derrière moi et voir le chemin que j'ai fait. Et j'en suis fier. Je remercie mes parents de m'avoir donné l'éducation de base qui m'a permis de rester moi-même et d'avoir mes valeurs, de les garder pendant longtemps. Et je profite de ça, du fait que j'ai eu la chance d'avoir des élèves de qualité, notamment, qui m'ont permis de pouvoir combiner cet enseignement avec leur qualité pour pouvoir arriver à quelque chose de bien. Et ouais, je pense que je suis chanceux. Merci beaucoup, Fernand, pour cet entretien. Je vous en prie. Merci, au revoir.